Septembre 1931. Paris. Imaginez, un jeune homme de 18 ans, le regard vif derrière ses lunettes, qui débarque sur le pavé parisien. Il vient de quitter sa basse pointe natale en Martinique, laissant derrière lui les champs de canne, les fracas de l'Atlantique et une famille de 7 enfants où l'on se serrait les coudes entre un père contrôleur des contributions et une mère couturière. Le voici désormais dans les couloirs feutrés du lycée Louis-le-Grand. Il a froid sans doute, mais il porte en lui une ambition immense. Et là, au détour d'un couloir de ce prestigieux établissement, il fait une rencontre qui va changer le cours de l'histoire littéraire et politique du XXe siècle. Il croise un autre étudiant, un Sénégalais nommé Léopold Sédar Senghor. À cet instant précis, dans la grisaille de la capitale française, deux mondes se rejoignent pour n'en former qu'un, celui de la conscience noire en exil. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait d'ébène. Je suis ravi de vous retrouver pour explorer la vie d'un géant, un homme qui a fait du verbe une arme et de son identité un bouclier. Avant de plonger dans le destin d'Aimé Césaire, je tenais à remercier chaleureusement tous nos nouveaux auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000. L'objectif est que nous soyons 5000 d'ici la fin d'année, pour faire de cette chaîne et de ses récits une référence incontournable. Alors, si vous apprenez quelque chose, abonnez-vous. C'est votre manière de faire connaître au monde entier tous ces héros noirs. Pour bien comprendre Aimé Césaire, il faut se replonger dans l'atmosphère étouffante des années 30. À cette époque, la France est à la tête d'un empire colonial immense. En Martinique, comme dans ce qu'on appelle alors les vieilles colonies, l'esclavage a certes été aboli depuis 1848, mais les structures sociales n'ont guère changé. Les rapports de force sont figés. D'un côté, une élite qui détient les terres et les richesses, de l'autre, une population noire qui travaille dur, souvent dans les plantations, et qui survit dans une grande précarité. Mais il y a aussi une autre forme de domination, plus subtile, plus insidieuse, l'assimilation culturelle. On apprend aux jeunes Martiniquais que leurs ancêtres sont les Gaulois. On leur enseigne que pour être civilisé, il faut gommer tout ce qui rappelle l'Afrique, oublier ses racines, se fondre dans le moule de la métropole. C'est ce que Aimé Césaire et ses camarades appelleront plus tard l'aliénation. Quand il arrive à Paris en 1931, il entre dans un monde en pleine ébullition intellectuelle, mais aussi profondément marqué par le racisme scientifique et colonial. Imaginez ces étudiants noirs, venus d'Afrique, des Antilles ou de Guyane, déambulant dans les rues de Paris. Ils sont les élites de demain, selon le système colonial, mais ils ressentent cruellement leurs conditions de citoyens de seconde zone. C'est dans ce chaudron parisien que va naître une révolution de la pensée, avec Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, et Léon Gontran Ouédrama, le Guyanais. Césaire fonde la revue L'Étudiant Noir en 1934. Ensemble, ils vont forger un mot qui va claquer comme un défi, la négritude. C'est là que je m'arrête un instant, car on ne peut pas comprendre Aimé Césaire si l'on ne saisit pas le mot qui a tout déclenché, la négritude. Il l'écrit pour la première fois en 1934. À l'époque, nègre est une insulte violente, mais Césaire fait un geste de génie. Il ramasse cette insulte, la nettoie et la brandit comme un titre de noblesse. Ce mouvement de négritude, c'est d'abord un immense cri de refus, un nom viscéral jeté à la figure de l'assimilation. Aimé Césaire refuse cette idée qu'il faudrait s'effacer, se blanchir l'esprit ou renier ses ancêtres pour avoir le droit d'exister. C'est l'instant où l'on brise ce miroir déformant que la colonisation vous tend depuis l'enfance, celui qui vous disait que votre culture n'était rien. Pourtant, dire non ne suffit pas. Une fois que le miroir est brisé, il faut bien se regarder en face. Et c'est là que le récit d'Aimé Césaire devient bouleversant. C'est le moment de l'acceptation. C'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, avec sa peau, son histoire douloureuse et ses racines africaines que l'on a si longtemps cachées. C'est un retour vers soi, une réconciliation où l'on découvre une dignité que l'on croyait perdue à jamais. Mais attention, n'allez pas croire que Aimé Césaire veuille s'enfermer dans une forteresse identitaire. Au contraire, c'est là toute la beauté et la richesse de sa pensée. Pour lui, la négritude n'est pas un mur, c'est une fondation. Il nous dit, avec une force poétique incroyable, que sa négritude n'est pas une pierre, qu'elle n'est pas sourde au reste du monde. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas aller vers les autres si on ne sait pas qui on est. On ne peut pas apporter sa propre lumière au monde si on a honte de sa lampe. La négritude,
c'est redevenir pleinement soi-même pour pouvoir enfin, pour la première fois, parler d'égal à égal avec le reste de l'humanité. C'est en étant profondément martiniquais et noir que Césaire devient enfin universel. Avant de continuer l'histoire passionnante d'Aimé Césaire, j'aimerais vous dire un immense merci d'être là. Si vous découvrez le podcast, je vous invite vraiment à rejoindre le mouvement. Portrait d'ébène n'est pas qu'un simple récit, c'est une communauté que nous bâtissons ensemble pour que ces voix ne soient plus jamais étouffées par le silence des archives. Alors abonnez-vous sur votre plateforme et partagez cet épisode autour de vous. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a des héros que vous souhaitiez que je vous présente. Revenons donc en août 1939. Un paquebot fend les eaux de l'Atlantique. À son bord, Aimé Césaire n'est plus l'étudiant timide de Louis le Grand. Il rentre chez lui avec sa femme Suzanne, qui elle aussi est une intellectuelle brillante. Dans sa valise, il porte un manuscrit volcanique, publié à Paris juste avant son départ. Le cahier d'un retour au pays natal. C'est un texte qui ne ressemble à rien de ce qui a été écrit auparavant. C'est un cri. C'est la mise en musique de cette négritude que nous avons décrit précédemment. Mais le retour est brutal. La Martinique qu'il retrouve n'est pas une carte postale. C'est une terre où la misère et le silence règnent. Et puis, la guerre éclate. La Martinique se retrouve coupée du monde, isolée sous le régime de Vichy. C'est le temps de l'amiral Robert, le représentant de Pétain sur l'île. Le climat devient irrespirable. Blocus, faim, racisme décomplexé des marins de la flotte et une censure qui traque la moindre pensée libre. Face à cet étouffement, Aimé et sa femme refusent de se taire. En 1941, ils lancent la revue Tropique. Imaginez la scène. Dans une île où l'on manque de farine, ils décident que le peuple a besoin d'abord de dignité. Pour tromper la censure, ils utilisent un camouflage. Ils parlent de poésie, de la faune et la flore des Antilles. Les autorités de Vichy n'y voient que de la littérature inoffensive. Mais pour les Martiniquais, c'est une arme. Parler de la beauté de la terre caraïbe, c'est dire « cette terre est à nous, elle n'est pas une annexe de l'Europe ». C'est dans ce contexte qu'un événement incroyable se produit en 1941. Le poète André Breton, fuyant la France occupée, fait escale à Fort-de-France. En allant acheter un ruban pour sa fille dans une mercerie, il tombe sur un numéro de Tropique. Le choc est instantané. Il ne s'attendait pas à trouver dans ce huis clos colonial une telle force de frappe intellectuelle. Breton rencontre Césaire. C'est le choc de deux géants. Breton voit en lui un grand poète noir qui manie la langue française comme un explosif pour faire sauter les chaînes mentales. Cette rencontre sort Césaire de l'ombre et prouve au monde que la pensée noire n'est pas seulement égale à la pensée occidentale. Elle est capable de la devancer. Nous sommes en mai 1945. Les cloches de la libération résonnent jusqu'aux Antilles. Mais derrière la joie, la réalité est amère. L'île est en souffrance. Le vieux système colonial, celui des décrets arbitraires décidés à Paris, s'effondre sous le poids de la misère. Le peuple cherche un visage neuf. C'est alors qu'une délégation vient frapper à la porte d'Aimé Césaire. Car il voit en lui celui qui a rendu sa fierté à la jeunesse à travers la revue Tropique. C'est un raz de marée. À 32 ans, il devient maire de Fort-de-France sous l'étiquette communiste, puis député. C'est là qu'intervient l'acte le plus débattu de sa carrière. La loi du 19 mars 1946, la départementalisation. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement à l'époque ? Pour bien comprendre, il faut sortir de nos yeux d'aujourd'hui. En 1946, être une colonie, c'est être soumis à l'arbitraire complet des gouverneurs. La départementalisation, c'est l'exigence d'une égalité radicale. Césaire veut que le travailleur de Fort-de-France possède la même protection sociale, les mêmes hôpitaux et les mêmes écoles que l'ouvrier de Lyon ou de Marseille. Pour lui et pour la majorité des Martiniquais de l'époque, c'est un bouclier contre la mort sociale. Pourtant, cette décision crée encore des débats. Certains courants politiques reprochent à Césaire d'avoir choisi l'intégration plutôt que l'indépendance, y voyant une forme de renoncement. Mais si on regarde les faits de l'époque, les historiens soulignent que c'était avant tout une réponse à une urgence vitale. La population était dans un état de dénuement, tel que la priorité n'était pas la souveraineté politique, mais la survie et l'accès aux droits fondamentaux. Césaire ne cherchait pas à devenir plus français, il cherchait à ce que ses frères cessent de mourir dans l'indifférence coloniale. Et pour ceux qui douteraient de la flamme anticoloniale d'Aimé Césaire, il publie en 1950 le discours sur le colonialisme. C'est un texte qui va faire l'effet d'une bombe mondiale. Écoutez la violence
et la précision de ses mots. À mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. Dans ce discours, il ne recule devant rien. Il démontre que la colonisation ne civilise pas. Elle décivilise le colonisateur lui-même. Il explique que chaque coup de chicotte donné en Afrique ou aux Antilles ensauvage celui qui le donne en Europe. Ce texte devient la libération des luttes de libération dans le monde entier. Aimé Césaire devient désormais une figure planétaire, un équilibriste qui gère sa ville le jour et incendie le système colonial la nuit. Mais ce double rôle va bientôt devenir insupportable au sein de son propre parti. Nous sommes en octobre 1956. Le monde est en pleine guerre froide et le bloc communiste vacille sous les révélations des crimes de Staline. À Paris, au sein du Parti communiste français, l'ambiance est électrique. Mais pour Aimé Césaire, le problème est ailleurs. Depuis des années, il sent que son parti traite la question coloniale comme une simple annexe de la lutte des classes en Europe. Pour les dirigeants de l'Europe, il faut d'abord que les ouvriers français gagnent et ensuite, peut-être, on s'occupera des Noirs. Cela lui est insupportable. Il refuse que l'histoire de son peuple soit diluée dans une idéologie décidée à Moscou ou à Paris. Le 24 octobre 1956, il pose un acte de courage politique monumental. Il prend sa plume et écrit une lettre à Maurice Thorez, le secrétaire général du Parti communiste français. Dans cette lettre qui va faire le tour du monde, il lance ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. Ce n'est ni le marxisme ni le communisme que je renie, c'est l'usage que certains ont fait du marxisme et du communisme que je réprouve. Ce que je veux, c'est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs, et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. Que la doctrine et le mouvement soient faits pour les hommes, et non les hommes pour la doctrine ou pour le mouvement. C'est un divorce fracassant. Césaire démissionne. Il se retrouve seul, entre deux chaises. Traître pour les communistes, toujours suspect pour la droite coloniale. Mais il est enfin libre. Libre de créer en mars 1958 son propre mouvement, le Parti progressiste martiniquais. Désormais, son mot d'ordre change. Ce n'est plus l'assimilation, c'est l'autonomie. Mais attention, ne vous y trompez pas. Il n'est pas un indépendantiste romantique. Il regarde avec une lucidité tragique ce qui se passe ailleurs. Il cite souvent l'exemple d'Haïti, qu'il appelle une tragédie à méditer. Il craint qu'une indépendance brutale et sans moyens ne jette la Martinique dans les bras d'une dictature ou d'une misère encore plus grande. Il veut une gestion locale, martiniquaise, mais dans un cadre de solidarité avec la France. Pendant que d'un côté, en tant que député, il se bat à Paris, en tant que maire, il transforme Fort-de-France. On le voit sur le terrain, arpentant les quartiers populaires. Il ne se contente pas de faire de la poésie. Il s'occupe de l'assainissement. Il s'attaque au quartier de Terre-Saint-Ville, autrefois un foyer de maladie, pour en faire un quartier digne. Car pour Césaire, on ne peut pas parler de dignité noire si le peuple vit dans la boue. Et pourtant, le poète n'est jamais loin. Dans les années 60, alors que l'Afrique s'éveille aux indépendances, il sent que le discours politique ne suffit plus. Il se tourne vers le théâtre. En 1963, il publie La tragédie du roi Christophe. En 1966, il consacre une pièce à Patrice Lumumba, Une saison au Congo. Sur scène, il montre la grandeur et les erreurs des leaders noirs qui tentent de porter l'espoir de tout un continent. Il devient le dramaturge des nations qui naissent. Césaire est alors à son apogée. Il est à la fois l'élu qui gère les égouts de sa ville, le député qui défend l'autonomie à l'Assemblée et le poète dont les vers enflamment les esprits de Dakar à Port-au-Prince. Le 17 avril 2008, un silence lourd s'abat sur la Martinique. Aimé Césaire s'éteint à l'âge de 94 ans. 3 jours plus tard, lors d'obsèques nationales suivies par des milliers de personnes, la France rend hommage à celui qui l'a si souvent bousculé. Et en 2011, son nom entre au Panthéon. Mais attention, ne nous laissons pas tromper par les hommages officiels. On a souvent tenté de transformer Césaire en une sorte de sage républicain, une sorte de statue de bronze inoffensive. Ceci est un piège. Césaire est resté jusqu'au bout un révolutionnaire du verbe. Si sa plaque est au Panthéon, son esprit, lui, reste dans la rue, dans les quartiers de Fort-de-France et dans les luttes pour la dignité.
Son héritage est d'abord une victoire sur l'oubli. En imposant le concept de négritude, ce travail collectif mené avec ses frères d'armes, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Dumas, il a redonné une colonne vertébrale à des millions d'êtres humains. Il a prouvé qu'on pouvait être fier de ses racines tout en parlant à l'humanité entière. Néanmoins, son action politique reste un terrain de débat passionné. Aujourd'hui encore, on discute de son choix de 1946. A-t-il eu raison de choisir la départementalisation plutôt que l'indépendance? Mais avec le recul de l'histoire, on peut comprendre que Césaire était un pragmatique. Il préférait l'égalité réelle pour son peuple plutôt qu'une indépendance de façade qui aurait pu sombrer dans la tyrannie. Son refus de l'indépendance totale a été nourri par la peur viscérale de voir la Martinique répéter ce qu'il appelait la tragédie d'Haïti. D'ailleurs, qu'en pensez-vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? Choisir d'être un département français ou choisir l'indépendance complète et totale? Sur le plan international, son influence a été le carburant intellectuel des dirigeants africains des années 1960. Ses écrits et sa correspondance privée témoignent de liens étroits avec ceux qui forgeaient alors les nouvelles nations du continent. À travers ses pièces de théâtre, il a immortalisé des figures comme Patrice Lumumba, faisant de leur destin un miroir pour toutes les luttes de libération. Pendant 56 ans, il a lutté pour transformer Fort-de-France, une ville coloniale insalubre, en un pôle culturel social majeur. Il a prouvé qu'un poète pouvait avoir les mains dans le béton sans jamais salir son âme. Césaire nous donne ici une leçon de dignité, celle d'un homme qui a refusé d'être une chose pour redevenir le sujet de sa propre histoire. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans les rues de Fort-de-France, le nom d'Aimé Césaire est partout. Sur les plaques des avenues, au fronton de l'aéroport, dans l'enceinte de l'ancien hôtel de ville transformé en théâtre. Mais sa véritable présence est ailleurs. Elle est dans cette posture, cette exigence de ne jamais courber l'échine. Le monde de 2026 n'est plus celui de 1931. Les empires coloniaux se sont officiellement effondrés. Pourtant, les mots du discours sur le colonialisme résonnent encore avec une étrange modernité. À l'heure où les questions d'identité, de métissage et d'universalisme saturent nos débats, Césaire nous offre une boussole. Il nous rappelle que l'on ne peut pas embrasser le monde si on n'a pas d'abord embrassé sa propre identité. Alors pour vous qui avez écouté ce récit, une question demeure. Dans un monde qui nous demande souvent de nous dissoudre dans une masse uniforme avec la mondialisation, comment pouvons-nous, à l'image d'Aimé Césaire, cultiver et garder notre propre identité pour mieux parler à l'ensemble du monde? Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si l'histoire d'Aimé Césaire vous a inspiré, sachez que mon rôle est rempli et que je suis heureux. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cet épisode pour que ces histoires soient écoutées par le plus grand nombre. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui ont marqué notre histoire. À bientôt sur Portrait des Belles.